Une fillette de 6 ans. Une cathédrale brillante de milliers de bougies. Et un roi près de 5 fois son âge en attendant à l'autel. Le 1er novembre 1396, dans la cathédrale Saint-Paul de Londres, l'histoire a pris une tournure sombre. Alors que les organes de l'église faisaient écho à travers les salles gothiques, la petite Isabella de France, la plus jeune princesse européenne, se dirigea vers un sort à laquelle aucun enfant ne devrait faire face. Elle n'était pas là pour un couronnement. Elle était là pour se marier. C'est l'histoire vraie de la façon dont un enfant a été sacrifié pour la paix, et comment sa vie est devenue un symbole obsédant de la diplomatie royale à son plus impitoyable. 1er novembre 1396. La cathédrale Saint-Paul à Londres brille avec des milliers de bougies vacillantes. Des danses légères à travers les fenêtres gothiques imposantes alors que l'écho de l'organe remplit l'air, solennel et grand. Une procession royale se dirige vers le bas sur la longue nef, camouillée de velours, d'or et d'attente. Mais ce n'est pas un mariage ordinaire. Au centre de tout cela est un enfant, âgé de 6 ans. Isabella de France, la plus jeune princesse d'Europe, se déplace lentement sous le poids de sa couronne. C'est pas incertain, son petit cadre presque avalé par ses robes de cérémonie. À l'autel, en attendant en silence, se dresse Richard II, le roi d'Angleterre de 29 ans, masqué dans des tissus dorés qui bruissent comme des chuchotements sur le sol en pierre. Cette union n'est pas née d'amour, mais de stratégie. De désespoir. En quelques instants, Isabella sera proclamée la reine d'Angleterre, non pas parce qu'elle comprend le vœu qu'elle est sur le point de faire, mais parce que 2 nations lasses de la guerre ont décidé que son innocence valait le prix de la paix. Pour comprendre comment un enfant s'est retrouvé comme une offrande politique, nous devons revenir en arrière, vers une France effondrée aux coutures, gouvernée par un homme glissant dans la folie. Isabella est née le 9 novembre 1389 à l'intérieur du palais du Louvre, pas le musée que nous connaissons aujourd'hui, mais un bastion royal. Elle était la 4e fille du roi Charles VI de France et de la reine Isabeau de Bavière. Sa naissance n'a apporté aucune joie spéciale, seulement plus de poids à une famille qui se blottit déjà sous la pression de la guerre, de la maladie mentale et de la trahison. Son père, le roi Charles, deviendrait connu de l'histoire sous le nom de Charles the Mad. À l'âge de 24 ans, il a été saisi par des délires terrifiants, fuyant des ennemis invisibles, croyant que son corps était fait de verre, oubliant les visages de ses propres enfants. La folie du roi a paralysé la cour française. Et en son absence, d'autres sont intervenus pour gouverner, y compris la mère d'Isabella. Isabeau de Bavière, la mère d'Isabella, n'était pas seulement une reine, elle était une courtier électrique. Ambitieux, calculateur, et souvent injurié par les chroniqueurs de l'époque. Le roi perdu dans la folie, Isabeau a pris le contrôle de la cour française. Mais au lieu de stabiliser le royaume, elle a alimenté son chaos, consolidé les richesses, forgé des alliances de coulisses et se livré à des affaires qui scandalisaient la noblesse. Ses enfants, dont la jeune Isabella, étaient moins considérés comme une famille bien-aimée, et plus comme un capital politique. Pour la petite Isabella, le palais n'était pas un conte de fées. C'était une tempête d'intrigues, murmures à huis clos, changeant d'alliance et Dieu qui regardait chaque mouvement. Elle a été élevée non avec des berceuses et de la chaleur, mais avec des leçons de diplomatie, d'étiquette et de réalité tacite que son avenir ne serait jamais le sien. La France elle-même s'effondrait sous le poids du conflit. La guerre des 100 ans avec l'Angleterre avait drainé la nation. Les factions rivales, les Armagnacs et les Burgundes, se sont déchirées pour l'influence. Et tout le temps, un roi fou était assis sur le trône, parfois lucide, principalement absent. La monarchie pourrissait de l'intérieur. Puis, en 1396, une opportunité a émergé, celle qui changerait la vie d'Isabella pour toujours. Richard II d'Angleterre, un souverain aux prises avec des troubles à la maison, avait récemment perdu sa femme bien-aimée, Anne de Bohême. En deuil et politiquement vulnérable, il considérait un nouveau mariage comme le chemin de la stabilité personnelle et nationale. Il avait besoin d'une alliance. Et la France avait besoin d'une trêve. Les conseillers français, dirigés par le puissant duc de Berry, ont fait une proposition audacieuse, une union entre leur princesse de 6 ans et le roi anglais. En échange, la France offrirait une dot stupéfiante, 800 000 livres sterling, et une trêve de 28 ans. Pour beaucoup, c'était impensable. À la cour française, c'était une bonne affaire. Des mois de négociations tendues ont suivi. Pas sur l'amour, pas même sur la compatibilité, mais sur la logistique, la puissance et l'or. La princesse a été évoquée dans les registres,
sa valeur mesurée dans les pièces et les traités. Certaines voix anglaises ont hésité. Elle était trop jeune, même selon les normes médiévales. Mais Richard était désespéré. Et le désespoir parle plus fort que la raison. En octobre 1396, l'accord a été scellé. Isabella de France, à peine hors de l'enfance, serait envoyée à travers la Manche en tant que trêve vivante. Un enfant a offert l'autel de la politique royale. Le tribunal français s'est préparé pour le grand adieu. Pour impressionner les envoyés anglais, ils n'ont épargné aucune dépense. Le départ d'Isabella est devenu un spectacle, rempli de l'apparat, allé des robes garnies par LD et une fanfare en larmes destinée à masquer la transaction froide dans son cœur. Au cours de l'un de ces rares épisodes lucides, le roi Charles VI, son père, a pleuré alors qu'il la bénissait. Il a embrassé son front et a chuchoté des mots qu'elle ne comprenait probablement pas. Sa mère, la reine Isabeau, a montré peu d'émotion. Pour elle, ce n'était pas une perte, c'était épanoui par la stratégie. Isabella, âgée de 6 ans, n'a pas compris la gravité de ce qui se passait. Pour elle, ce fut un voyage passionnant, peut-être temporaire, peut-être un jeu. Elle a emballé ses poupées préférées. Quelques souvenirs. Et un petit chien blanc, son fidèle compagnon du Louvre. Elle était accompagnée d'une grande suite de nobles français, de serviteurs, de tuteurs et de gardes armés, non seulement pour assurer sa sécurité, mais pour protéger l'immense dot transportée avec elle. Le voyage de Calais à Londres s'est étendu au cours des semaines. Chaque ville anglaise le long de l'itinéraire a tenté de surpasser le dernier, organisant des réceptions somptueuses, organisant des feux d'artifice, organisant des défilés. Mais pour Isabella, tout le bruit était écrasant. La foule était étrangère. Les coutumes étranges. Ses larmes venaient souvent. Elle a demandé à rentrer chez elle. Quand elle est finalement arrivée à Londres, Richard II n'a épargné aucune dépense. Il voulait que le monde soit témoin non seulement d'un mariage royal, mais d'un triomphe de la diplomatie. La cathédrale Saint-Paul a été transformée en sanctuaire brillant. Bonnets français et anglais entrelacés. Des milliers de bougies ont brûlé. Les chœurs ont chanté en latin et en français. Tout le royaume regarda. Et au centre de tout cela, une enfant mariée, perplexe, silencieuse et seule. Alors que la cérémonie commençait, le poids du spectacle allait sur Isabella. L'archevêque de Canterbury a dû s'agenouiller juste pour placer la bague de mariage sur son petit doigt. Ses yeux, grands de confusion, scannaient la mère de visages inconnus. Elle ne souriait pas. Elle n'a pas pleuré. Elle se tenait juste là, hébétée, alors que les chœurs résonnaient à travers la cathédrale. Richard II, à 29 ans, a joué le rôle du groom régal. Vêtu d'or brodé, il s'est porté avec une élégance pratiquée. Il était connu à travers l'Europe comme un homme raffiné, un amoureux de la poésie, des arts et des manières courtois. Mais ce mariage a même testé sa détermination. Son cœur a encore pleuré Anne de Bohême, la seule femme qu'il ait jamais aimée. Maintenant, avant lui se tenait une fille assez jeune pour être sa fille. Et pour tous les gains politiques offerts par ce mariage, il a laissé une ombre sur sa conscience. À son crédit, Richard a traité Isabella non pas comme une femme, mais comme un enfant sous sa protection. Il s'est assuré qu'elle était entourée de tuteurs français. Lui a permis de garder sa langue, ses coutumes. Lui a donné de l'espace pour grandir, dans un tribunal qui, malgré tout son luxe, était encore une cage étrangère. Dans les mois qui ont suivi, Isabella a vécu en opulence gardée. Sa nouvelle maison à Westminster Palace a été meublée avec des soins délicats, coussins en soie, tapisserie française, jardin miniature pour jouer. Les serviteurs ont été affectés uniquement à son bien-être. Elle a reçu des cadeaux, des robes et des leçons en décorum royal. Mais rien de tout cela ne pouvait remplacer ce qu'elle avait perdu. Familiarité, famille, liberté. Derrière la parure, l'Angleterre n'était pas en paix. La règle de Richard II s'effondrait. Les factions se sont rebellées. Les coffres se sont vidés. Et dans l'ombre, un noble ambitieux nommé Henry Bolingbroke s'est préparé à frapper. En septembre 1399, 3 ans seulement après le mariage, Richard a été capturé, déchu, et finalement, assassiné. À seulement 10 ans, Isabella s'est retrouvée veuve d'enfants, avec une couronne et pas de roi. La mort de Richard II a brisé toute illusion qu'Isabella avait de stabilité. Elle n'était pas seulement une veuve, elle était maintenant une responsabilité politique. Le nouveau roi de l'Angleterre, Henri IV, la considérait non pas comme un enfant en deuil, mais comme un pion précieux. La dot avait déjà été dépensée.
La ramener en France serait coûteuse. Risquée. Alors, il la gardait. Pas dans les chaînes, mais en détention. Prisonnier d'or. Isabella a été transférée au palais de Havering, un domaine de campagne entouré de forêts et de brumes, où la captivité masquait de luxe. Elle avait des préposés, des tuteurs, de beaux vêtements, mais pas de liberté. Pas de famille. Pas de dire. Elle a écrit des lettres, des appels en larmes et désespérés à son père, à quiconque pourrait écouter. Je t'écris en pleurant, car je suis tenu en captivité ici, loin de tout ce que je tiens, sans aucune perspective de libération. Mais la France était toujours fracturée. Sa mère, Isabeau, a été consommée par ses propres luttes de pouvoir. Et son père, le roi Charles, a dérivé dans et hors de la folie, oubliant parfois qu'il avait même une fille. Les années passent. En 1401, Isabella avait 12 ans. Sa voix plus certaine. Ses lettres nettes. Elle avait survécu au chagrin, à l'isolement et à la lente érosion de son enfance. Et enfin, la France a répondu. Après des négociations prolongées, Henri IV a accepté de la libérer. Elle est revenue de l'autre côté de la Manche, non pas comme une reine triomphante, mais comme des biens endommagés, une fille dont la jeunesse avait été consacrée au service aux causes qu'elle n'a jamais choisies. Quand Isabella est retournée dans le Louvre, sa maison se sentait étrangère. Ses frères et sœurs étaient plus âgés. Le tribunal plus froid. Elle n'a pas été accueillie avec chaleur, mais avec méfiance. Une relique au F, une alliance ratée. À remadé offre française humiliation. Mais Isabella avait changé. Elle n'était plus un pion à déplacer. Elle avait vu le prix de la diplomatie, et elle avait vécu pour raconter l'histoire. En 1405, Isabella avait 16 ans, et le tribunal appelait à nouveau. La France était toujours dans le chaos, sa politique un combat de couteau derrière des rideaux de velours. Et Isabella, elle est restée un outil trop précieux pour être laissée seule. Cette fois, l'offre n'est pas venue d'un royaume étranger, mais de l'intérieur. Charles d'Orléans, un jeune noble, poète et cousin de la famille royale française. Le mariage, comme elle en premier, a été organisé pour un gain stratégique. Mais contrairement auparavant, quelque chose d'inattendu a fleuri. Affection, respect, amour. Charles n'était pas comme les autres. Il n'a pas été blasé par le pouvoir ou terne par la politique des tribunaux. Il était réfléchi, sensible, un homme qui a écrit des vers sous chandelle et les a récités à Isabella dans des tons silencieux. Pour lui, elle n'était pas un prix. C'était une personne. Et pour elle, ce n'était pas un monarque ou un ravisseur, il était partenaire. Leur lien s'est développé tranquillement mais profondément. Ensemble, ils ont trouvé un sanctuaire dans la poésie et l'art, dans de longues promenades et une solitude partagée. Après une vie passée à être utilisée, Isabella a finalement été vue. Enfin sûre. Pendant un certain temps. Mais la paix, pour Isabella, n'a jamais duré. En 1407, 2 ans seulement après leur mariage, Charles of Orléans a été capturé pendant la bataille d'Agincourt, un coup brutal dans la guerre en cours de la France avec l'Angleterre. Il a été traîné dans les chaînes, un prisonnier de guerre destiné à passer les 25 prochaines années en captivité anglaise. Encore une fois, Isabella a été laissée seule. 2 fois maintenant, le destin lui avait accordé un mari, et 2 fois, cela l'avait emmené. La différence cette fois, la deuxième blessure se déplaçait plus profondément. Parce que cette fois, c'était de l'amour. Toujours à seulement 18 ans, Isabella était une fois de plus une reine en deuil, une veuve dans tout sauf le titre. Mais cette fois, elle a choisi de ne pas jouer au jeu politique. Elle s'est retirée de la vie du tribunal, se tournant plutôt vers des charités et des conseils tranquilles, offrant des conseils à d'autres femmes piégées dans les mêmes cycles qu'elle avait à peine survécu. En 1409, Isabella a donné naissance à son seul enfant, Joanne d'Orléans. Cela aurait dû être un moment joyeux. Un nouveau départ. Une raison de croire que son histoire pourrait enfin se déplacer vers la paix. Mais Isabella savait mieux. Elle avait vécu trop longtemps sous le poids des attentes royales. Même dans la maternité, les ombres s'attardaient. Sa fille, Joanne, grandirait sans père, ignorant l'homme qui a écrit de la poésie pour sa mère des cellules de prison de l'autre côté du canal. Et Isabella savait que Joanne, comme elle, serait probablement troquée en mariage avant qu'elle ne goûte la vraie liberté. Pourtant, elle a essayé. Elle a versé son amour dans Joanne, comme sa propre mère n'a jamais eu. Elle l'a gardé près. Raconté ses histoires. J'ai essayé de la protéger, même si elle ne pouvait pas réécrire les règles de la royauté. Mais le corps d'Isabella avait trop enduré.
Peu de temps après la naissance de Johann, elle tomba gravement malade. Les années de stress, de chagrin et de servitude politique l'avaient creusée de l'intérieur. Et maintenant, son corps la manquait aussi. La même année, 1409, à seulement 20 ans, Isabella de France est décédée des complications postpartum. Aucune cloche royale n'a sonné en son honneur. Aucune grande procession n'a rempli les rues. La reine de l'enfant qui avait autrefois illuminé la cathédrale Saint-Paul avec son mariage de cérémonie a été maintenant déposée tranquillement, sa vie en contraste frappant avec la grandeur qui l'entourait autrefois. Elle n'a jamais régné. Elle n'a jamais choisi. Et elle n'a jamais vraiment appartenu à elle-même. L'histoire d'Isabella ne faisait pas partie du triomphe, mais de survie. Un rappel obsédant du coût humain derrière les traités, les dots et la paix diplomatique. Elle a été utilisée, jetée et oubliée, comme tant de filles nobles dont la vie a servi tout le monde sauf elle-même. Isabella de France n'a vécu que 2 décennies. Mais dans cette courte durée tragique, elle a porté le poids de 2 royaumes. Couronnée une reine à 6 ans. Veuve à 10 ans. Emprisonnée à 12. Mariée à nouveau à 16 ans. Et mort par 20 ans. Chaque chapitre de sa vie a été rédigé non pas par elle, mais par d'autres, les rois, les reines, les conseils, les généraux. C'était un enfant devenu symbole, une vie humaine échangée contre des traités et des tresses temporaires. Son histoire soulève des questions inconfortables. Combien d'enfants ont été sacrifiés pour l'ambition dynastique? Combien de voix n'ont jamais été entendues, simplement parce qu'elles sont nées royales et femmes? L'histoire d'Isabella n'est pas seulement une tragédie médiévale, c'est un miroir, reflétant une période et un système où l'innocence a été négociable, où la diplomatie avait un prix, et souvent, ce prix était un enfant. Même maintenant, plus de 6 siècles plus tard, son histoire résonne. Dans chaque mariage forcé, dans chaque fille privée d'agence, dans chaque société qui choisit le pouvoir plutôt que l'humanité. Elle était plus qu'une mariée politique, plus qu'une reine d'Angleterre, plus qu'un nom oublié dans les registres royaux. Isabella de France était un enfant, une fille, un rêveur, peut-être, et un avertissement. Sa vie, brève, meurtrie et accablée, est un monument au coût de la politique sans compassion. Derrière chaque alliance, chaque union royale, chaque traité a été forgé dans des chambres à Chandeley, il y avait souvent un enfant. Pas un souverain, pas un stratège, juste une fille avec une poupée dans une main et une couronne trop lourde pour l'autre. Et Isabella a tout supporté, pour une paix qui n'est jamais vraiment venue.